Bonjour à tous et bienvenue dans Oxygène, le magazine qui vous veut du bien et qui veut vous aider à reprendre votre souffle dans ce contexte un petit peu difficile. Alors quoi de mieux pour reprendre son souffle que de s'immerger dans la beauté? Voilà pourquoi nous avons choisi comme décor du jour le phare à Andenne, un site unique à l'architecture remarquable et qui accueille à la fois la bibliothèque, l'office du tourisme et l'espace muséal. Ce bâtiment abritait autrefois l'école normale et sa superbe piscine art déco. L'harmonie peut naître au travers d'une architecture particulièrement réussie, mais elle peut survenir aussi au détour d'une note de musique, d'une vocalise aérienne ou d'un vibrato envoûtant. Vous l'avez compris, je vais vous parler d'opéra. Nous allons en effet faire la connaissance d'une voix extraordinaire, celle d'un baryton namurois. Il s'appelle Camille Ben Saïn Lachiri, il a 26 ans, il a étudié à l'IMEP à Namur et aujourd'hui il se fait un nom dans le monde particulièrement sélect de l'art lyrique. Nous l'avons rencontré lors d'une répétition et d'un concert à la Citadelle de Namur. Ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro. Alors j'ai commencé la musique parce que je suis quelqu'un de très gourmand en fait et qu'il y avait un vieux piano chez ma grand-mère. Et dès que je jouais, comme elle était très mélomane et qu'elle n'avait pas d'enfant qui avait fait de la musique, elle me donnait un bonbon. Et elle avait une boîte avec des bonbons. Et comme j'adorais les bonbons, je me mettais au piano tout le temps. Puis le jour de mes 4 ans, mes parents ont décidé de m'inscrire pour prendre des cours. Là où ma grand-mère prenait ses cours aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Le chant arrivait vraiment très tard pour moi, vraiment très tard comparé à tous les autres chanteurs que je connais. Moi j'ai vraiment commencé, mon instrument principal de base quand j'ai commencé c'était le piano. C'est vraiment un hasard en fait. Donc je suis rentré à l'IMEP en jeune talent quand j'étais encore en 5e et en réto pour faire du piano. Et puis quand j'ai décidé de me lancer et de vouloir faire seulement le piano comme étude, mes parents n'étaient pas très chauds avec ça. Et ils ont eu raison sur le coup. Ils m'ont dit écoute, essaie de faire des études universitaires à côté et faire l'IMEP en même temps, ce qui était assez difficile. Donc j'ai commencé l'économie aux facultés à Namur, ce que j'ai adoré et j'ai terminé d'ailleurs parce que j'adorais ça, et le piano. Et il faut savoir qu'à l'IMEP, les chanteurs, les musiciens, donc les violonistes, les pianistes, les cornistes, les flûtistes, ont des cours obligatoires de chant. Et donc on a 1 heure par semaine avec un professeur, un cours de chant obligatoire, on est tous en rond, on chante, etc. Et c'est peut-être pas très bien ce que je veux dire, mais j'étais au Cercle Éco avec mes copains. Et donc voilà, on avait été en soirée et puis j'avais passé la journée là-bas avec eux. Et on avait bu 2-3 bières et puis j'ai reçu un appel d'un de mes potes qui me dit écoute, t'as cours de chant maintenant à l'IMEP. Et j'ai complètement zappé ce cours de chant. Moi j'aimais pas le chant, j'y connaissais rien. Je dis mince, j'ai pas chopé mes points, j'aurais pas mes crédits, il faut que j'y aille. Donc je cours de la fac de Namur jusqu'à l'IMEP, voilà, c'est 10 minutes en courant, je l'ai fait beaucoup de fois pendant mes études. Et j'arrive à ce cours-là en étant un petit peu désinhibé, et la prof dit, écoutez, voilà, essayez de faire sortir de vos voix, essayez d'imiter un chanteur d'opéra. Et du coup, voilà, je me suis lâché, etc. J'étais avec mon meilleur pote à côté. Et c'était assez drôle parce que j'essayais d'imaginer Pavarotti que j'avais entendu dans des pubs pour les pizzas. Vraiment, j'y connaissais rien à l'opéra du tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle m'a dit, ouais, bah, tiens, il y a un matériel intéressant. Moi, j'étais le premier surpris. Alors ça fait maintenant 2-3 saisons que vous avez entamé votre carrière professionnelle. Comment ça se passe? Vous avez déjà été sur de nombreuses scènes en Belgique mais aussi à l'étranger.
Vous faites beaucoup d'auditions? Oui, exactement. C'est un peu les parties les plus stressantes du métier de jeune chanteur. En fait, il faut savoir que c'est un métier où il y a énormément à vouloir faire cette carrière et il n'y en a pas beaucoup qui sont appelés. Donc avant tout, c'est beaucoup de travail. Moi, je vous dis, j'ai commencé à la base sans aucun talent, entre guillemets, parce que la voix, je ne l'avais pas, je ne connaissais rien. C'est vraiment du travail pour le coup. J'aime bien que ce n'est pas très sexy, ce genre de choses où tout le monde pense qu'il y a un don inné, qu'on est à la naissance avec une voix qui est... C'est pas vrai du tout, en tout cas pour moi ça n'a pas été le cas. Moi ça a été énormément de travail, énormément de remise en question. C'est un travail qui est très dur, le travail de la voix, parce que c'est un travail qui est lié très intimement au psychologique et à l'émotionnel. Et donc si on subit des chocs émotionnels très forts, ça change complètement tout, au niveau corporel aussi. En fait c'est comme si, voilà là c'est le piano, mais moi mon piano c'est mon corps. Et donc si je me fais mal, si je perds beaucoup de poids, si je gagne du poids, si je mange pas bien, il y a vraiment une énorme partie du travail de la voix qui est liée à l'alimentation, au sport, à l'émotionnel. Donc ça c'est extrêmement difficile. On voit que vous avez déjà fait pas mal de Mozart. C'est un choix ou c'est en fonction des opportunités? En fait, c'est en fonction de ma voix. J'ai 26 ans, donc c'est très jeune pour un baryton. Généralement, les barytons, la voix éclot vers 30-35 ans. Et donc, les premiers grands rôles que je peux faire, c'est les rôles de Mozart. Parce que Mozart, c'est vraiment la base pour la voix, en tout cas pour les voix d'hommes comme moi. C'est Papageno, c'est le comte Almaviva dans Les Noces de Figaro, c'est Don Giovanni. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les voix de jeunes chanteurs. Et puis parce que c'est mon compositeur préféré. Die Vogelfänger bin ich ja, stets los ich heiße Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Au début, j'ai commencé en étant ténor, parce que j'avais des aigus. Et quand j'ai commencé tout au début. Et puis on s'est rendu compte que voilà, un baryton, ça doit avoir des aigus aussi. Et que j'avais ma couleur de voix qui est une couleur assez sombre, et d'office celle d'un baryton. Donc a priori, je ferais plus un baryton lyrique à tendre vers baryton verdien dans les prochaines années. Mais c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que moi je vais évoluer, mon corps va évoluer, je sais pas très bien ce qui m'attend. Tout ce que j'essaie de faire dans mon travail maintenant, c'est de rester le plus honnête par rapport à mes capacités actuelles, de chanter un répertoire qui me convient, de faire des choses qui sont justes. Et le défi, c'est de pas aller trop vite en fait. Donc il faut rester très humble quand on choisit ses pièces. Mon prof me dit toujours, tu dois être comme un cygne quand tu es sur scène, donc persuadé d'être le plus beau du monde, et pour que les gens croient vraiment que tu es le plus beau du monde. Et quand tu reviens dans ton travail, dans l'intimité, dans ton travail avec ton agent, etc., il faut que tu sois un petit canard et que tu remettes tout en question. Et donc il y a vraiment ces deux facettes. D'ailleurs sur scène, on dit toujours que j'ai l'air très sûr de moi. Eh ben, vous avez l'air très sûr de vous, parce que voilà, alors que pas du tout. Je suis une personne qui est pas forcément très sûre d'elle, parce que je cherche beaucoup, je me pose beaucoup de questions, mais je me dis toujours quand je pose le pied sur scène, si moi je crois pas que je suis le meilleur du monde, les gens vont pas le croire. Donc il faut vraiment que je sois persuadé que ce que je fais est la meilleure chose que je puisse faire, que je suis le meilleur chanteur du monde. Et après, quand le rideau se referme, à ce moment-là, on revient au travail quotidien de recherche, de questionnement, de doute. Donc voilà, c'est vraiment le travail d'une vie en fait. Pouvoir sauter dans le vide pour réaliser son chemin de vie. Mais rassurez-vous tout de suite, je vais rester sagement sur cette magnifique terrasse du phare. Mais l'image nous rapproche un petit peu de l'histoire de Nathalie. Après quelques années de travail dans le secteur de l'industrie chimique, elle a pris un virage à 180 degrés et est passée de la chimie à l'artisanat local et bio. Un jour, j'ai décidé de virer tous les flacons plastiques de la salle de bain et de commencer à fabriquer moi-même tous mes produits. Je suis savonnière. Je fabrique donc des savons artisanaux et des cosmétiques naturels. Les produits s'adressent à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, ou les enfants, même les bébés. Comment Nathalie en est-elle arrivée là? C'est très simple, c'est une vraie rebelle de nature. J'ai travaillé 8 ans dans une grande surface de sport. Je vendais des produits avec une composition douteuse à des sportifs, et donc c'était plus possible pour moi de vendre des produits comme ça. Donc j'ai préféré fabriquer moi-même mes produits destinés au grand public et commercialiser moi-même des produits naturels. J'ai mis donc vos produits 3 après-shampoings.
Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez nos déodorants. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. J'ai eu de très bons échos. Oui, oui. Je vous offre un petit échantillon de déodorant. Donc, vous pourrez l'utiliser, vous en avez au moins pour une quinzaine de jours. Avec un pot de 60 ml, on va plus ou moins 4 mois et demi, 5 mois. Donc, c'est très économique. Je viens régulièrement donc acheter les shampoings solides, les crèmes pour les mains, les savons pour moi et pour toute ma famille. Donc c'est vrai que je trouve qu'ils fonctionnent très bien. J'ai entendu beaucoup de bien. C'est super efficace. Chimiste de formation, Nathalie s'est trouvée aujourd'hui d'autres atomes crochus. La savonnerie, bien sûr, mais aussi l'aromathérapie, l'herboristerie et même l'apiculture. Enfin ça, c'est plutôt le rayon de son mari. Ça va? Oui, oui, tout va bien. Quand on regarde, hein, elles volent toutes les ruches volent à part celle-ci qui était vide à la base. Et quand tu regardes, ben, elles mangent quand même les petites réserves qu'on leur a mis. Donc elle utilise le miel pour mettre dans ses cosmétiques. Et en deuxième temps, c'est la cire d'abeille, donc des cadres que je récupère annuellement, que je fais refondre, que je transforme en blocs de cire. Et Nathalie les récupère pour pouvoir mettre dans ses cosmétiques. Au niveau des savons, la cire d'abeille durcit les savons. Et donc, plus un savon est dur, plus on va l'utiliser longtemps. Ce qui nous amène à la fabrication du savon, 3 opérations majeures, la fonte, la miction et la guitare. Donc ici, on a l'huile de coco et le beurre de karité que je vais mettre à fondre avant de l'incorporer dans l'huile d'olive qui est ici. Je vais ajouter l'argile blanche dans l'huile d'olive. Et maintenant, je vais ajouter la soude dans le mélange de corps gras pour préparer la pâte à savon. Une pâte versée dans un moule en bois, au bout de 24 à 48 heures, Nathalie peut alors passer à la découpe en pain de savon. Voici une guitare. Elle a été fabriquée par une artisane française sur mesure pour découper mes savons. Puisque je travaille chez moi, je ne peux pas dégager de l'espace pour stocker toutes les matières premières et tous les produits finis. Donc c'est pour ça que je reste sur une petite production artisanale. Ceci dit, en 3 ans, Nathalie a multiplié sa production par 4. Aujourd'hui, une trentaine de revendeurs commercialisent ses produits. On est vraiment dans la réduction des déchets, donc au niveau écologique, c'est vraiment la première chose à laquelle nous on fait attention, c'est qu'on veut vraiment travailler avec des produits de qualité et des artisans de la région. Au client, si tu veux bien. J'ai des très longues journées, mais je pense que la liberté, ça n'a pas de prix. Et donc aujourd'hui, étant indépendante, je n'ai plus de lien de subordination. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est trop génial. Je n'aurai plus jamais d'employeur. Le contexte actuel pourrait nous faire craindre l'avenir. Mais dans Oxygène, on a décidé de ne prendre que le positif et de vous montrer un futur innovant et attractif. Voilà pourquoi nous nous rendons régulièrement au TRAC, un lieu de création à Namur. Et au TRAC, eh bien, on imagine des trucs, on invente des bidules, on réalise de nouvelles techniques et on parle de nouvelles technologies avec comme exemple cette semaine la charnière 3D. Salut, moi c'est PM, manager du Fab Lab. Aujourd'hui on va vous parler de ceci. C'est une charnière qui a été imprimée en une pièce à l'impression 3D. Et donc ça nous permet de faire d'autres choses que nous verrons par la suite. Nous sommes partis de ce modèle qui est open source, donc c'est-à-dire qui a mis à disposition de la population pour pouvoir refaire quelque chose qui a été fait sur mesure, qui se trouve ici. Donc c'est un boîtier de protection pour les accès à une porte. Donc ça nous permet, grâce à l'analyse de ce modèle-ci, de pouvoir reproduire quelque chose de plus grand et de pouvoir l'adapter à des solutions dont on a besoin dans le concret. Vous
savez que dans Oxygène, on se désintoxique les neurones et on chasse les intox. Cette semaine, Frédéric nous démonte une rumeur qui a beaucoup circulé sur le net. Non, une patiente n'est pas morte après avoir reçu un vaccin expérimental contre le coronavirus. Je m'appelle Frédéric. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une nouvelle que le site N5TI a annoncée. Une patiente qui avait voulu tester un vaccin expérimental de l'université d'Oxford contre le coronavirus est décédée. C'était une patiente anglaise. Après plusieurs recherches, j'ai appris que c'était faux, car la patiente a démenti sa mort sur les réseaux sociaux et l'université a affirmé qu'aucun de ses patients n'était mort. Et en plus, on pouvait s'en douter parce que c'est un site qui publie régulièrement des fake news. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je vous invite grandement à venir visiter les musées qui se trouvent dans ce bâtiment et qui nous racontent d'un côté l'histoire de la céramique et de l'autre les découvertes archéologiques à la grotte Skladina. On se retrouve évidemment pour un nouveau magazine Oxygène mercredi prochain, mais d'ici là surtout, oxygénez-vous.